Jean Hippolyte est né à Jonsac en 1907 et décéda à Paris en 1968. Il entre à l'école normale supérieure en même temps que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Raymond Aron. Et il assiste aux cours d'Alexandre Kojève sur la phénoménologie de l'esprit à l'école pratique des hautes études en Sorbonne à Paris. Au lycée Henri IV, il est le professeur de Cagne, de Gilles Deleuze et de Michel Foucault. Il dirige l'école normale supérieure. Il devint ensuite professeur au Collège de France où Michel Foucault lui succéda. Grand historien de la philosophie, il écrivit beaucoup sur Hegel. Il a en particulier donné la première traduction française de la phénoménologie de l'esprit et publié un commentaire important de cet ouvrage, Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit. Parmi ses ouvrages remarquables sur l'hegelianisme, il faut également signaler son introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel et Logique et existence. Je me propose aujourd'hui de lire la leçon inaugurale qu'il a prononcée le jeudi 19 décembre 1963 dans la chaire d'histoire de la pensée philosophique au Collège de France. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, le 4 décembre 1951, Martial Guéroult faisait devant vous sa leçon inaugurale. Comme lui, je me sens aujourd'hui pénétré des hautes exigences de la mission que vous m'avez confiée. Mais je sens aussi la difficulté qu'il y a à succéder à un tel maître. Si lui-même, ainsi que mon ami Merleau-Ponty, ne m'y avait encouragé, je n'aurais jamais osé prétendre à une chaire au Collège de France. L'un et l'autre ont su me donner confiance en moi-même. C'est à leur amicale insistance, à l'importance que j'accordais à leur jugement, que je dois d'avoir rêvé de faire partie de cette illustre maison. Elle me paraît, dans le tourbillon du monde actuel, le lieu propice aux méditations fécondes, au recueillement nécessaire à une réflexion authentique. Elle permet en même temps d'exprimer sa pensée, de rester en contact avec d'autres que soi, d'instituer un dialogue indispensable aux philosophes. Vous avez bien voulu, mes chers collègues, transformer le rêve en réalité et m'accueillir parmi vous. Je tiens à vous en exprimer toute ma gratitude, à vous dire mon émotion, d'autant plus grande que j'avais pendant un certain temps de ma vie abandonné les pures fonctions d'enseignement pour me consacrer à la direction de l'école normale supérieure. Ce ne fut pas sans hésitation que je demandai pendant 9 ans mon détachement de la Sorbonne, à laquelle je dois tant, comme élève et comme professeur. Ce n'était certes pas l'administration, ce monde kafkaïen qui m'attirait, mais le souvenir des années heureuses passées rue d'Ulm, l'amour et même la nostalgie de cette chère maison. J'avais le désir d'être en contact avec une jeunesse ardente et ouverte à tous les souffles du monde. Je voulais aussi, pourquoi ne pas le dire, m'éprouver moi-même, mesurer ma pensée à la réalité, apprendre effectivement ce que signifie la patience et le travail du négatif, dont le philosophe peut bien parler dans son cabinet de travail, mais d'une façon encore trop naïve quand il ne les a pas ressentis en fait. Je ne regrette pas ce temps. Je dois beaucoup aux élèves, à un auditoire parfois sévère, aux amis, scientifiques et littéraires, qui m'ont aidé dans ma lourde tâche. Il me semble qu'à travers l'école normale supérieure, ce microcosme, j'ai appris à connaître certains traits caractéristiques de notre monde. J'ai vu vivre des laboratoires scientifiques et s'ouvrir des domaines de recherche. J'ai essayé de comprendre ce qui pouvait inspirer, retarder ou mûrir à notre insu les décisions qu'impose la vie quotidienne et ce qui séparait le projet de la réalisation. Le fruit de cette expérience,
c'est qu'elle ne fut absolument pas ce que j'attendais, et que pourtant, elle ne m'a pas déçu. J'en garde un souvenir aussi riche et aussi émouvant que celui, bien plus lointain, des années d'études et de liberté dans l'enthousiasme de la 18e année. Mais c'était quand même pour moi une expérience, et, je peux le dire sans remords, puisque mon ami Kirchmann continue de diriger l'école scientifique, et que j'ai eu la joie de voir arriver comme directeur de l'école un ami qui, mieux que moi-même, saura la conduire avec générosité, libéralisme et une cordiale fermeté. Je n'avais jamais cessé de poursuivre mon enseignement et, grâce à lui, mon propre travail. Cette chaire d'histoire de la pensée philosophique comble tous mes vœux et répond exactement à mon projet. Elle doit me permettre, en restant historien des systèmes de philosophie, de mesurer la pensée philosophique à ce qui n'est pas elle, de chercher cette pensée à l'état naissant dans la non-philosophie. Par là même, je voudrais étudier ce qui constitue cette pensée, ce qu'elle ajoute à l'expérience vécue quand elle la réfléchit, ce qu'elle en détruit peut-être ou ce qu'elle en récupère. Un tel projet présuppose l'étude des systèmes de philosophie, comme elle a été si heureusement inaugurée et conduite par Martial Guéroult. Cette manière de traiter les systèmes, en soulignant l'architecture, la technique d'épreuve, en dévoilant les difficultés rencontrées, propres à la logique interne du système, et les manières de les surmonter ou de les transposer d'un moment à un autre, nous paraît aujourd'hui une nécessité. Mais elle nous paraît telle parce qu'elle a été pratiquée avec une extraordinaire maîtrise depuis les recherches sur l'évolution de la doctrine de la science de Fichte, jusqu'à l'exposition de l'œuvre intégrale de Malebranche, en passant par le Descartes selon l'ordre des raisons, sans oublier les études pénétrantes sur Platon, Leibniz et Kant. Il se trouve aussi que cette recherche des structures intrinsèques des pensées philosophiques rencontre un mouvement général de l'esprit contemporain qui analyse et confronte dans tous les domaines des structures des formes qui sont susceptibles de comparaison, sans qu'on puisse pourtant parler de filiation historique. Cette rencontre n'a pas été voulue, et elle ne doit pas dissimuler les difficultés propres au domaine philosophique, où la forme ne se laisse pas facilement isoler de la matière. C'est en disciple de Martial Guéroult qu'un historien de la philosophie, venu de la philologie à la philosophie, Victor Goldschmidt, a pu heureusement tenter une étude de la structure de l'instant chez les stoïciens, transposable au-delà de son lieu d'origine. Cet instant se suffit à lui-même, il est décisif par lui-même et s'oppose au temps de l'attente, du souci et des techniques de réalisation. C'est en philosophe, et non pas seulement en historien, que Martial Guéroult a abordé l'histoire de la philosophie, une histoire qui est la base indispensable de la recherche philosophique et qui pose à son tour un problème spécifique, celui des systèmes qui se survivent et conservent leur actualité, en dépit du cours du temps et des contradictions qui opposent ces systèmes les uns aux autres. Une science, surtout une science exacte, peut liquider son histoire concrète. Elle se reconstitue tout entière quand elle traverse une crise et réorganise son passé, révélant ce qui était fécond et ce qui était une impasse. L'histoire des sciences ne considère donc pas le passé de la même façon que l'histoire de la philosophie. Il reste des coins sombres que l'œuvre magnifique de Gaston Bachelard nous a appris à reconnaître et à psychanalyser, mais pour purifier la science. En philosophie, il faut toujours relire Platon, Descartes ou Kant, comme nous l'enseignait Alain. Les coins sombres ici sont des profondeurs irréductibles. Pourtant, un système philosophique n'est pas une confidence personnelle ou une intuition ineffable. Il n'est pas non plus une œuvre d'art qui tend à suggérer et non à démontrer. La pensée philosophique n'est pas séparable du sens qu'elle a institué et prononcé, de l'appareil de démonstration mis en œuvre. En elle, il ne s'agit pas d'un sens sous-entendu, mais de la lumière même du sens.
Son obscurité ne saurait être un artifice. Nous avons le droit et le devoir de demander à un système philosophique la clarté sur lui-même qu'il nous promet et qui fait partie intégrante du projet philosophique, quand même il serait impossible aux philosophes d'effacer son ombre. Pourquoi alors les systèmes philosophiques s'opposent-ils dans l'histoire quand leur dessein est celui de la science rigoureuse? Faut-il donc les juger à leur tour à partir d'une conception a priori de l'essence de la philosophie, d'une philosophie a perennis, dont Étienne Gilson s'est fait le défenseur, d'ailleurs avec tant de souplesse profonde et de réalisme aigu dans l'application? Ou comme le fit Hegel, du haut d'un système final qui les engloberait tous, les sauverait dans leur vérité et les dépasserait dans leur partialité momentanée historique? Cette dernière conception ferait ressembler la philosophie à une science qui pourrait juger son passé, mais nous savons bien que les démonstrations philosophiques ne ressemblent pas aux démonstrations mathématiques. Il y a entre les unes et les autres une différence d'essence qu'il n'est pas facile de préciser. Cependant, le philosophe argumente, organise et enchaîne ses preuves. Cette philosophie, nous dit Martial Guéroult, comporte expressément ou implicitement son discours de la méthode étroitement ajustée à son sens spécifique. Chaque philosophe subit la contrainte de certaines formes qui lui sont particulières. Cette contrainte n'est pas rien. Elle permet, avec des nuances, de parler de structure de pensée et de poser un problème purement philosophique sur l'histoire de la philosophie, celui que vous proposait Martial Guéroult en 1951. C'est pourquoi cette histoire des systèmes philosophiques, l'étude de leur technologie, nous invite à rechercher ce qui, malgré les diversités de leurs techniques et de leurs formes, les fonde et les rend possibles comme objet universel et permanent d'une réflexion infinie. La première grande œuvre de Martial Guéroult me paraît dès le départ une découverte de sa méthode et une prise de conscience du sens de sa recherche. Il rencontra Fichte, et ce ne fut sans doute pas par hasard. Il nous donna sur l'évolution de la pensée de Fichte l'étude la plus documentée et la plus profonde. Pourtant, il ne suivit pas l'impulsion qui, dans sa conclusion, le portait vers Hegel, point d'aboutissement apparent de cette évolution. Là encore, je ne crois pas que ce soit par hasard. Il craignit la tentation de cette philosophie suprême qui réconciliait la logique et l'histoire et l'envoûtement de cette genèse dialectique. L'idée d'une pensée de l'histoire de la philosophie, d'une logique, en un sens très large, de la philosophie était certainement en germe dans sa méditation sur Fichte. Il inclinait à voir, dans la dernière étape de l'itinéraire de Fichte, l'entrée dans le savoir absolu hegelien. Il reconnaîtrait sans doute aujourd'hui que la pensée de Fichte est beaucoup plus féconde et ouverte, beaucoup plus actuelle pour nous que celle de Hegel. Fichte s'est posé le problème d'une philosophie de la philosophie, mais sans aller jusqu'à la récollection des systèmes historiques et du rapport d'une expérience toujours inachevée, préalable à la représentation avec une pensée qui touche pourtant l'être. Fichte a subi des influences diverses, qui furent pour lui comme des chocs extérieurs, permettant à sa propre pensée de se déployer. Il faut lire à cet égard le beau livre de Xavier Léon sur Fichte et son temps. Martial Guéroult nous a donné à son tour un tableau exhaustif des échanges de pensées et de rencontres, d'idées, à ce carrefour d'une grande époque philosophique. Il a consacré en particulier un livre à cet étonnant penseur que fut Salomon Mémon, qui sut répéter les questions kantiennes du droit justifiant l'expérience et du fait conduisant à cette justification. C'était le moment où on éditait les nouveaux essais de Leibniz et où on traduisait le traité de la nature de Hume. Mémon pouvait conclure que Kant n'avait pas répondu à Hume et que le savoir en droit concevable restait suspendu à un fait impossible à établir. En dépit des influences subies, de l'atmosphère du temps, que Martial Guéroult connaît si bien,
l'évolution de Fichte a été autonome. Elle obéit à une logique interne, à cette contrainte des formes dont l'historien des systèmes doit se préoccuper. C'est avec un scrupule et une minutie inégalables que Martial Guéroult a reconstitué toute l'évolution de la doctrine de la science de 1794 à 1804, dénombrant les diverses synthèses à chaque étape du trajet. Il a montré comment le développement était en germe dès la première doctrine de la science, la seule à peu près connue en France. Le philosophe veut assimiler le savoir humain, réfléchir intégralement ce savoir dans une science qui soit la science de la science, un savoir du savoir dans toute sa profondeur. Mais la pensée du philosophe doit rejoindre l'expérience naturelle des hommes, retrouver la source originaire qui reste inconsciente de soi. Elle doit expliquer cette rencontre, qu'est l'expérience, et la laisser ouverte. Cependant, le principe de cette réflexion totale, sa forme, ne saurait se suffire à elle-même. Martial Guéroult montre comment, dès le début, l'ambiguïté hante cette réflexion, elle est seconde par rapport à ce qui la précède, elle doit se présupposer. Le choc contingent du non-moi ne suffit pas pour comprendre les relations mutuelles des individus et la communauté humaine. C'est ainsi qu'en 1801, l'être sera premier et éprouvé comme différent de la liberté qui le réfléchit et pour ainsi dire s'arrache à lui, et qu'en 1804, Fichte parviendra à exprimer dans le savoir philosophique cette rencontre de l'être qui, tout à la fois, nie le savoir et le constitue comme phénoménologie. À ce moment, Fichte découvre la négativité, la différence, à peine entrevue dans la première doctrine de la science, mais cette négativité est-elle bien la même que celle de Hegel? Suivre cette évolution, dans sa nécessité intrinsèque et cependant rétrospective, montrer cette opposition de l'être et de la liberté, de l'en-soi et du pour-soi, qui répercute au sommet de la pensée l'opposition entre l'expérience vécue et la conscience que nous en prenons, la vie et la spéculation, tel fut le sens de cette œuvre monumentale sur un des philosophes les plus difficiles et les plus profonds, celui qui a mis en question l'essence même de la pensée philosophique telle que nous la comprenons aujourd'hui. C'est bien après l'étude de Hegel que j'ai découvert, grâce à l'historien de Fichte, ce que Hegel devait à Fichte, et ce que toute la pensée contemporaine, y compris la pensée existentielle, peut retrouver en lui. Ce qui est étonnant chez Fichte, c'est à travers cette dialectique abstraite, difficile, toujours exigeante avec les preuves, se répétant sans cesse pour s'approfondir et se formuler mieux, la découverte d'une pensée qui ne se coupe pas de la vie, une pensée qui se veut à la fois logique et fondamentale, conceptuelle et ontologique. Il y a déjà dans la pensée de Fichte les notions qui animeront la philosophie contemporaine: projection, transfert, ouverture, rencontre, existence, etc. Martial Guéroult trouvait là une problématique de la pensée philosophique, une dimension nouvelle pour en réfléchir les structures dans leur diversité. Mais le dernier Fichte, celui de 1804, ne conduisait-il pas ainsi au savoir absolu hegelien, à une genèse logique qui absorberait l'histoire et la diversité comme telle? Ou indiquait-il une autre voie, comme le suggérait si justement un connaisseur de Fichte, Georges Gurvitch, dans un compte-rendu de l'œuvre de Martial Guéroult? Martial Guéroult, pour sa part, a appliqué sa méthode à d'autres systèmes. Il a toujours respecté l'individualité des œuvres. Il nous a donné ce Descartes, selon l'ordre des raisons, qui suit pas à pas les séries cartésiennes. Il a exposé le contrepoint de la 6e méditation, comme peut seul le faire un musicien. Descartes voulait suivre l'ordre même des mathématiciens. Pourtant, une démonstration philosophique n'est pas identique à une démonstration mathématique. Que signifie la forme géométrique de l'éthique de Spinoza? Quel rapport existe entre la pensée de l'auteur de l'éthique et l'appareil mathématique mis en œuvre? Nous attendons l'œuvre sur Spinoza qui va bientôt paraître
et que Martial Guéroult vient, je crois, d'achever. Enfin, Martial Guéroult nous a donné un Malebranche et nous a fait saisir toute la différence d'esprit entre la série des raisons cartésiennes et l'édifice, la cathédrale construite par Malebranche. La vision en Dieu est une vaste cathédrale philosophique dont les architectures évanouissantes se dessinent sur le fond d'une vaste et unique intuition. Cette vision conduit à l'organisation minutieuse et presque mécanique du monde créé, de la nature et de la grâce. Martial Guéroult parle d'un agencement semblable dans l'ordre des constructions intellectuelles à ce qu'est, dans l'ordre des mécaniques matérielles, la grande horloge astronomique de Strasbourg. Descendant dans les 5 abîmes de la providence divine, il nous a révélé l'économie d'une œuvre qui compense les maux résultant de la simplicité des voies divines par une considération particulière de la perfection propre de l'ouvrage. Cette compensation fait de la combinatoire de Malebranche une opération très différente de celle de Leibniz. Elle dévoile un fond plus pessimiste et plus tragique, car le mal y est pire que le néant, et la sainteté du temple sera meilleure que l'être. Ce monde est créé pour la seule gloire de Dieu. Il exige l'incarnation et le triomphe de l'Église, mais non point en vue du bonheur de l'homme, comme ce sera le cas chez Berkeley. Malebranche a osé faire ce que Descartes avait refusé par principe. Il a pénétré dans les conseils de Dieu et nous a donné une représentation de l'univers qui nous étonne à un double titre. Elle est à la fois inhumaine et, ce qui n'est pas toujours contradictoire, anthropomorphique. C'est ici que la pensée philosophique me paraît dépendante, comme toujours, de ce qu'elle n'est pas. Elle explicite ce qui est déjà spontanément vécu. Mais ce rapport, qui est aussi notre objet, n'est pas facile à saisir. On ne saurait parler sans nuance d'infrastructure et de superstructure. Quelle conception de l'être est impliquée dans ces systèmes théocentriques, où l'homme moderne découvre un univers qui le confond par son caractère indéfini, la profusion de son déploiement et l'immense déchet qui l'accompagne? Que signifie ce pessimisme janséniste à l'arrière-fond de cette conception, pour nous du moins tragique, du petit nombre des élus? Que signifie enfin cette gloire de Dieu et quel est le sens ultime de ce sens presque évident pour Malebranche? La pensée philosophique ne peut pas ne pas mettre en question toutes ces présuppositions. Il en est de scientifiques comme les lois de choc. Il en est de plus obscures qui expriment la vie d'un monde, son sentiment du pouvoir souverain et de la conduite des peuples. Recherche du sens de tout sens à travers l'existence. Elle ne peut ignorer ce qu'elle importe d'autre dans sa réflexion. L'analyse des structures révèle souvent ce que l'allure de rationalité donnée à l'inexplicable tente de dissimuler. La philosophie, disait Merleau-Ponty, est en pleine histoire. Elle n'est jamais indépendante du discours historique, mais elle substitue en principe au symbolisme tacite de la vie un symbolisme conscient, et au sens latent, un sens manifeste. Elle ne se contente pas de subir l'entourage historique, elle le change en le révélant à lui-même, et donc en lui donnant l'occasion de nouer, avec d'autres temps, d'autres milieux, un rapport où apparaît sa vérité. Voilà pourquoi la philosophie dépend de ce qui n'est pas elle, et le manifeste en lui donnant une vérité qui le déborde. Que devient l'incarnation chrétienne dans le système de Malebranche, et plus tard dans celui de Hegel, qui paraît sur ce point lui ressembler, dans un ton si différent? Le trait commun, c'est de faire de l'incarnation historique la révélation temporelle d'une vérité intemporelle. Mais dans un cas, c'est le triomphe de l'Église qui est en vue, les croyants servant de pierre à l'édifice sublime. Dans l'autre, c'est une toute autre perspective historique qui s'ouvre. Hegel genuit Feuerbach, qui genuit Marx. Dans les deux cas, la religion éprouve le sentiment d'une trahison, sans très bien savoir, quand elle est elle-même théologie, comment le passage a pu s'effectuer.
On voit l'immense intérêt de cette étude des systèmes philosophiques, la possibilité qu'elle nous ouvre de déceler des formes qui peuvent parfois s'isoler de certains contenus, mais sans oublier que chaque système, en tant qu'il est philosophique, vise une vérité intemporelle, une justification universelle. La cohérence elle-même doit pouvoir se justifier, s'expliciter comme nécessité. Pourquoi l'esclavage de la logique ? Il faut aller jusqu'au sens ou au non-sens de cette nécessité. La pensée philosophique est, en elle-même, depuis son origine, pensée fondamentale, autant qu'exigence démonstrative. On ne saurait effacer cette exigence de vérité absolue, c'est-à-dire fondée, qui habite, qui hante les démonstrations des philosophes et annule leur seul formalisme. Platon nous raconte à la fin du 7e livre de la République le mythe de cet enfant adopté qui ignore encore le mystère de sa naissance et de ses origines. Il vit dans la confiance heureuse et suit docilement les coutumes qui lui sont transmises par ceux qu'il croit être ses parents authentiques. Mais dès qu'il s'est arraché à l'être, dès qu'il a compris sa méprise, il écoute les flatteurs et se laisse aller à la dérive. Il lui faut donc chercher jusqu'au bout le fondement de ses maximes. Ainsi, l'humanité doit s'élever à cette prise de conscience radicale qu'est la pensée philosophique. Cette pensée doit aussi bien réfléchir sur sa propre systématicité et sa diversité que sur ce qui la rend possible, sur ses conditions de naissance, ce qui la relie à la vie non philosophique. Fichte a proposé une sorte de logique de la philosophie. Hegel, quand on fait abstraction du système final, nous a donné, dans la phénoménologie de l'esprit, un itinéraire de la conscience vivante et historique à la pensée philosophique. La phénoménologie moderne n'est pas sans rapport avec cet itinéraire. La philosophie ne peut renoncer ni à la rigueur, à la forme démonstrative en général, ni à la relation avec le réel, avec l'expérience. Sa logique n'est pas une logique formelle, encore qu'elle ne puisse méconnaître l'importance moderne de la formalisation et qu'elle doive en chercher, en comprendre le sens et même la fécondité. Mais une logique transcendantale. La réflexion formelle doit faire place à une réflexion transcendantale, si l'on entend par là une réflexion qui récupère ou tente de récupérer notre relation originaire à l'expérience vécue, à l'existence et à l'être. C'est cette relation originaire à l'être, cette unité originairement synthétique, qui était le thème de la pensée contemporaine. En prenant le terme dans une signification assez vaste, on peut dire qu'elle est caractéristique de ce qu'on a nommé l'existentialisme. À une condition toutefois, c'est qu'elle ne soit pas absorbée dans un savoir absolu qui ignorerait ses propres limites, sa finitude, son inachèvement irréductible. Martial Guéroult terminait son Fichte en indiquant les grandes lignes de la phénoménologie de Hegel et la structure logique de cette pensée génétique. Quelques années plus tard, nous avons traduit et commenté cette œuvre qui est bien la plus étonnante de toute la littérature philosophique. Mais ce qui nous a séduit en elle, ce n'est pas la place qu'elle occupe dans un système qui finit par se fermer sur lui-même et ignorer sa propre situation historique. C'est le rapport concret, existentiel, qu'elle établit entre la diversité des expériences vécues, morales, esthétiques, religieuses, politiques, et la réflexion philosophique. Le philosophe, selon la phénoménologie, ne doit pas se substituer aux expériences de l'homme. Il n'a qu'à les recueillir et les déchiffrer telles que l'histoire nous les livre. Cette pensée pourrait être de Fichte qui écrivait « Nous ne sommes pas les législateurs, mais les historiographes de l'esprit humain. » Mais Fichte n'a pas fait ce qu'il a dit. Il ne nous a pas donné l'étude de ces expériences concrètes elles-mêmes. En un sens, et c'est là le paradoxe, Fichte a dit mieux que Hegel quelle pouvait être l'ontologie de cette expérience, de cette histoire inachevée, à laquelle nous sommes suspendus. Mais c'est Hegel qui a pratiqué effectivement cette réflexion sur l'expérience et l'existence. Plus précisément, disait Merleau-Ponty, il y a un existentialisme de Hegel
en ce sens que, pour lui, l'homme n'est pas d'emblée une conscience qui possède dans la clarté ses propres pensées, mais une vie donnée à elle-même qui cherche à se comprendre elle-même. Ainsi, nous ne pouvons renoncer ni à l'enracinement existentiel et même vital, ni à l'exigence d'une vérité universelle. Vérité et existence est le titre d'une œuvre dont le projet nous fut commun à Merleau-Ponty et à moi-même. Notre génération a connu les violences de l'histoire. Elle a vécu l'incertitude et l'oscillation de son destin. Elle a vu alors se développer de nouvelles recherches anthropologiques qui n'excluent pas, mais exigent, au contraire, leur pensée philosophique. Le sens du mouvement existentialiste est là. Ce n'est pas le savoir absolu de Hegel qui nous intéressait, mais cette réflexion philosophique sur les figures de l'esprit humain dans l'histoire. Que n'ai-je pas découvert en lisant Hegel, d'Homère à Eschyle, de Shakespeare à Cervantes? Le savoir absolu lui-même pouvait peut-être apparaître comme un certain phénomène de l'histoire. Ce que nous refusions dans la pensée hegelienne, c'était la prétention d'un jugement final et définitif sur l'histoire, sur les systèmes philosophiques. C'était sa théodicée. Le marxisme, dont nous découvrions l'importance historique et la pertinence de certaines analyses, restait encore pour nous trop prisonnier de l'hegelianisme. Il substituait au Dieu qui se fait dans l'histoire une sorte de sujet dialectique qui, sous le nom de matière, se développait nécessairement dans la nature et dans l'histoire humaine pour aboutir à la société sans classe. Il oubliait trop les conditions existentielles de l'histoire elle-même, les possibilités d'échec, les effacements de sens et, s'il parlait d'une aliénation à surmonter, il ne voyait pas toujours que cette aliénation n'était pas seulement liée au capitalisme. La pensée de Maurice Merleau-Ponty fut, surtout ces dernières années, tellement nouée à la mienne que parler de lui, c'est, je vous prie de m'en excuser, parler un peu de moi-même. Au départ, nos vues furent seulement parallèles. Quand il écrivait sa structure du comportement et sa phénoménologie de la perception, je réfléchissais de mon côté aux conditions d'une conscience de la vie dans l'expérience humaine. Dans la même génération, Georges Canguilhem, dans une thèse qui était une thèse de médecine, nous faisait connaître Goldstein. Il opposait le riche à Claude Bernard, remarquant qu'il n'était pas sans intérêt, pour les problèmes examinés, que le riche occupe au Collège de France la chaire de médecine illustrée par Claude Bernard lui-même. Les dissonances n'en ont que plus de prix. Il écrivait « Nous soutenions que la vie d'un vivant, fût-ce d'un amibe, ne reconnaît les catégories de santé et de maladie que sur le plan de l'expérience, qui est d'abord épreuve au sens affectif du terme, et non sur le plan de la science. La science explique l'expérience, mais elle ne l'annule pas pour autant. » Un jour, mes rencontres avec Merleau-Ponty devinrent plus fréquentes, témoignant d'une entente plus profonde et plus secrète. J'avais besoin de me référer à lui. Il y avait chez lui une exigence philosophique de lumière et de raison. Il se voulait raisonnable, il aspirait à la clarté la plus parfaite, et les problèmes de notre génération, l'histoire que nous vivions en commun, ne pouvaient le laisser indifférent. Il devait, par cette exigence même, déplaire aux uns et aux autres en écrivant « Humanisme et terreur », où il tentait de comprendre le sens de la terreur, les conditions d'un jugement historique qui doit pourtant réserver le droit et la dignité de ceux qui, à un moment, avaient manqué le sens de l'histoire, aussi bien qu'en écrivant les aventures de la dialectique, où il opposait à une conception trop unilatérale et artificielle de la dialectique les ambiguïtés du sens de l'histoire. Ce sens pouvait être non-sens. Il pouvait aussi être autre, un autre sens que celui même que nous avions cru découvrir. Il n'y a pas de bon génie d'histoire. Il n'y a peut-être pas non plus de malin génie animant la dialectique. Le monde actuel, tel qu'il nous apparaît,
figure assez bien un phénomène, mais un phénomène seulement de fin de l'histoire. Les rencontres historiques intercontinentales s'achèvent. Les horloges locales se règlent peu à peu les unes sur les autres. Ce monde s'élève à une certaine homogénéité, sans pouvoir pour autant annuler en lui les tourbillons partiels, les éclatements de l'histoire en déshistoire. La notion même d'histoire devient relative à l'amplitude de ces périodes. C'est pourtant dans ce monde, dont certains désespèrent, qu'il circule peut-être, selon Merleau-Ponty, aujourd'hui plus de vérité qu'hier. Il nous a donné dans sa dernière œuvre, Signes, des approches de ce monde qui est le nôtre et qu'il nous faut bien penser. Mais si la pensée de Maurice Merleau-Ponty se voulait raisonnable, elle se voulait aussi lucide sur les conditions de cette pensée, sur son enracinement existentiel. L'existence, ce n'est pas seulement pour lui cette liberté humaine qui s'arrache à l'être et qui, pour Sartre, soutient inévitablement tout projet humain. C'était aussi bien ce monde même comme menace ou comme appui, cet horizon de nos pensées qui ne se confond pas avec l'objet de la connaissance, pas plus que mon existence ne se confond avec le sujet. Nous sommes liés à lui par un pacte natal. Notre liberté n'est pas un pour soi qui s'oppose à l'en soi. Elle émerge de ces conditions déterminables et non déterminantes. Elle prolonge un sens qui s'annonce dans une temporalité réductible. Approfondir cette relation de l'homme au monde et à autrui, pas seulement à un autre, mais aux autres, tel fut le dessein de Merleau-Ponty. Comme nous tous, ce qu'il appréciait aussi bien dans la psychanalyse que dans le marxisme, c'était moins un résultat qu'une méthode, une tentative pour découvrir les structures sous-jacentes de l'existence, et le jeu complexe et confus parfois de leur déplacement ou de leur condensation. Ainsi sa réflexion philosophique, qui restait réflexion, qui ne méconnaissait pas le cogito, redoutait sans cesse de laisser derrière soi un irrécupérable. Il se défiait de la construction opérée par une pensée qui se présuppose toujours elle-même dans l'être et finit par oublier, avec son origine, cette présupposition elle-même comme telle. Il méditait donc sur le sens de cette présupposition et de cette reconstruction de la pensée qui répond bien à notre volonté d'être raisonnable, mais qui risque aussi de nous conduire à une sorte de quiétisme, de rêve détaché de ses origines, un rêve qui peut aussi bien être celui d'une liberté désaxée que d'une machine absolue qui s'informerait elle-même. Comme toute notre génération, il a subi l'influence de Husserl et de sa méthode phénoménologique. Ce penseur était parti de recherches logiques, d'une volonté admirable, par ses exigences perpétuellement insatisfaites, d'échapper au relativisme des visions du monde ou au psychologisme. Il avait peu à peu découvert le domaine de l'irréfléchi, de l'antéprédicatif, et l'impuissance de la réflexion à se faire totale, à dominer complètement son origine. C'est dans son étude sur Le philosophe et son ombre que Maurice Merleau-Ponty a le mieux résumé l'histoire de sa propre pensée et de ses rapports avec Husserl. Projet de possession intellectuelle du monde, la constitution devient toujours davantage, à mesure que mûrit la pensée de Husserl, le moyen de dévoiler un envers des choses que nous n'avons pas constituées. Il fallait cette tentative insensée de tout soumettre aux bienséances de la conscience, au jeu limpide de ses attitudes, de ses intentions, de ses impositions de sens. Il fallait pousser jusqu'au bout le portrait d'un monde sage que la philosophie classique nous a laissé pour révéler tout le reste. Ces êtres, au-dessous de nos idéalisations et de nos objectivations, qui les nourrissent secrètement et où l'on a peine à reconnaître des noèmes, la Terre par exemple, qui n'est pas en mouvement comme les corps objectifs, mais pas davantage en repos, puisqu'on ne voit pas à quoi elle serait clouée, sol ou souche de notre pensée, comme de notre vie, que nous pourrons bien déplacer ou reporter quand nous habiterons d'autres planètes, mais c'est qu'alors nous aurons agrandi notre patrie, nous ne pouvons la supprimer.
Ainsi le philosophe, et avec lui la philosophie, n'est pas une réflexion flottante et sans racines. On peut bien la considérer comme telle, mais c'est qu'alors on effectue une abstraction qu'on n'a pas le droit d'oublier. C'est au niveau de la perception, qu'on voulait réduire au jugement, que nous expérimentons cette relation ordinaire au monde et à autrui. On ne reconstitue pas sans perte cette présence première et ce qu'elle implique. Les hommes ne sont pas au monde comme des spectateurs purs ou des sujets isolés les uns des autres. Même notre idée de la vérité, qui est ce qu'il y a de plus valable chez les hommes, présuppose une résonance et une dissonance spontanée. Celui qui a vu quelque chose et le croit vrai, il le croit vrai pour tous. Si les autres ne le voient pas, c'est qu'ils sont fanatiques, c'est qu'ils ne jugent pas librement. Aussi, l'homme libre fait de ces évidences la mesure de toute chose et le voilà fanatique au moment où il se plaint du fanatisme des autres. Mais après tout, si chacun se mêle des affaires des autres, s'il se substitue à eux, c'est aussi parce qu'il se met à leur place, parce que les hommes ne sont pas l'un à côté de l'autre comme des cailloux et que chacun vit en tous. J'extrais ce texte significatif d'une défense du droit de suffrage et d'une démocratie réelle contre certains propos aristocratiques de Gide. Merleau-Ponty, qui avait la notion de la distance et qui était au sens rigoureux du terme un aristocrate, ne craint pas d'affirmer cette égalité fondamentale des hommes concernant l'essence même de leur vie. On peut, dit-il, ruser avec les autres, inventer des rêves où ils s'estompent, la France réelle, le prolétariat pur, on ne peut refuser d'écouter quelqu'un qui parle de sa vie. Il y a au moins un sujet sur lequel les autres sont souverains juges, leur sort, leur bonheur ou leur malheur. Chacun là-dessus est infaillible, et ceci ramène à leur proportion juste les lieux communs sur le suffrage dont Gide n'a pas craint d'être l'écho. Merleau-Ponty, qui fut un maître incomparable, nous a donc appris à nouer la réflexion philosophique à la réflexion existentielle, plus encore sans doute à atteindre une réflexion sur l'être, une véritable ontologie. Dans cette épreuve de l'être à travers l'existence, sa pensée conserve toujours cette lucidité et cette rigueur qui sont le propre du philosophe. On peut bien dire que c'est au philosophe seul qu'il appartient, dans ce qu'il nomme une sur-réflexion, de soutenir conceptuellement, dans ce qu'elle a d'inconcevable, cette relation immédiate à la vie, au monde, aux autres, que nous expérimentons tous, mais dont nous pouvons rendre compte, notre intuition et notre réflexion naturelle, même scientifique, nous faisant précisément manquer cette relation. Merleau-Ponty n'abandonne jamais le projet de la raison, l'exigence qui fut celle de Husserl, mais en même temps, si l'on ose dire dans une sorte de torsion, d'identification de l'élan centrifuge et de la réflexion centripète, il fait de la réflexion du philosophe une réflexion transcendantale et ontologique, une réflexion dans laquelle l'être est saisi peut-être comme la lumière invisible qui fait voir. Son ami Jean-Paul Sartre a pu dire « La vie, la mort, l'existence, l'être, pour mener sa double enquête, c'est à ce carrefour qu'il voulut s'établir. En un sens, rien n'a changé des idées qu'il soutenait dans sa thèse. En un autre tout aussi méconnaissable, il s'est enfoncé dans la nuit du non-savoir à la recherche de ce qu'il appelle à présent le fondamental. » Je laisse à Sartre la responsabilité de certaines expressions, car je crois moins que lui, sans doute, à une deuxième philosophie de Merleau-Ponty. Je dirais seulement que Sartre est allé d'une ontologie à une anthropologie, tandis que Merleau-Ponty s'est orienté vers cette ontologie qui était déjà en germe dans ses premières œuvres. Cette orientation finale indique que celle-ci n'a pas pour lui le même sens que pour Sartre. Elle signifie bien, fondamental, que la philosophie doit s'efforcer à sa manière de rejoindre. Il n'y a pas alors de fin de la philosophie, comme il le disait si bien dans sa leçon inaugurale. C'est à la fidélité de son élève, qui fut aussi son ami, Claude Lefort, que nous devrons la dernière œuvre de Merleau-Ponty.
dont un article sur la peinture, sur le visible et l'invisible, pouvait déjà nous donner une idée. Ce qui nous frappe, dans ces dernières pensées, c'est la clarté démonstrative jointe à l'obscurité du sujet. C'est bien cette fois la question de l'être qui est la question première, déployée à partir de notre expérience vécue, de nos intentions qui ne sont pas seulement d'ordre intellectuel, mais qui sont ce que Husserl nommait déjà des intentionnalités opérantes, celles dont notre corps est l'exemple privilégié, ce corps visible et qui se sent lui-même vu, qui est déjà en lui-même une amorce de réflexion naturelle, ce corps qui nous met au monde et qui, comme disait Paul Valéry, est déjà de la partie dans l'œuvre d'art. Nos intentionnalités ne vont pas seulement vers ce qui est vécu ou susceptible de l'être par nous ou par les autres. Elles peuvent s'orienter sur ce qui n'a été et ne sera jamais donné, autant que sur une nature qui est notre préhistoire. Il n'est même pas exclu par là que nous trouvions en elle un mouvement vers ce qui ne saurait en aucun cas nous être présent en original, et dont l'absence irrémédiable compterait ainsi au nombre de nos expériences originaires. Dans cette dernière œuvre, Merleau-Ponty s'oppose au néant sartrien qui nous séparerait de l'être. Cette distance qui est entre nous et les choses, cette séparation spatio-temporelle, ou si l'on veut, cette non-coïncidence, ne sont pas rien. Elles sont l'invisible du visible et la condition de la visibilité. L'être peut-être, ou du moins, ce qui rend possible tout dévoilement. Il s'oppose tout autant à la négativité hegelienne qui est l'âme et le mécanisme de sa dialectique, ce qui permettrait d'identifier le mouvement du réel et le mouvement logique. Ce qui est exclu, dit-il, c'est l'idée du négatif pur. La méditation qui est entre les existences n'est ni du positif pur, une identité, ni du négatif pur. Il n'y a pas simplement un risque d'inversion de sens, une malice et une ruse de l'histoire. Peut-être les choses s'avèrent-elles avoir un autre sens que celui que nous étions en mesure de leur reconnaître. L'ontologie vers laquelle s'orientait sa pensée n'était pas une théologie, ou une théodicée à la manière de Hegel. Elle était une ontologie de la finitude, de l'inachèvement, de la distance, de l'invisible. Peut-être redécouvrait-il aussi à sa manière, on sait tout ce qui le liait à la pensée de Claude Lévi-Strauss, des structures, des articulations, du réel, qui correspondraient aux essences de la philosophie. La réponse, disait-il, est plus haut que les faits, plus bas que les essences dans l'être sauvage où ils étaient indivis, et où, par derrière ou par dessous les clivages de notre culture acquise, ils continuent de l'être. Ce qui exclut cette pensée, c'est l'intuition, comme coïncidence, telle que l'entendait Bergson. Nous ne cherchons pas, dit-il, un secret de l'être. Si la coïncidence est perdue, ce n'est pas par hasard. Si l'être est caché, cela même est un trait de l'être, et nul dévoilement ne nous le fera comprendre. Chez Bergson, l'intuition est une fusion. La coïncidence est de droit, si elle n'est pas de fait. Tout l'effort de Bergson est d'expliquer pourquoi et comment cette fusion, cette plénitude qui devrait être, n'est pas. Elle ne s'accomplit pas pour des raisons humaines et trop humaines. Chez Merleau-Ponty, c'est le partiel de cette coïncidence qui est l'être même. Non le néant ou la négation, mais la distance. L'immédiat, dit-il, non pas la fusion. Il faut une identité du rentrer en soi et du sortir de soi, du vécu et de la distance. Malgré ce souci de l'expérience vécue, de l'immédiat, l'œuvre de Merleau-Ponty est pourtant essentiellement une œuvre philosophique. Sans doute il avait la magie du style, le goût de l'œuvre d'art. Il nous a donné, sur la peinture, sur le roman, sur l'image comme image, des analyses à la fois lucides et suggestives. Mais ce qui était son thème propre,
C'était la problématique du sens, le sens de tout sens. Et le lieu de cette problématique ne pouvait être que l'expression philosophique comme telle. En elle seule, en effet, l'être parle de soi, fût-ce pour récuser sa propre transparence. Il est bien étrange que Fichte ait justement dit cela dans sa dernière philosophie. Une histoire de la pensée philosophique se proposera donc une double tâche. Elle étudiera les rapports de la philosophie et de la non-philosophie. Elle se demandera ce que devient l'expérience, aussi bien l'expérience naïve que celle du savant, quand elle se réfléchit dans la pensée du philosophe. Tous les systèmes philosophiques, même quand ils ont mis en cause l'innocence de l'expérience naturelle, ont toujours visé la rencontre de la pensée et de l'être. Ils ont cherché la nécessité du vrai à travers les vicissitudes de l'existence. En second lieu, cette histoire sera effectivement une histoire. Elle considérera la tradition de la métaphysique. Il est bien vrai que les systèmes philosophiques demeurent en dépit des changements temporels. Pourtant, quelque chose a bougé dans le fil de cette histoire. Si la métaphysique remonte pour nous à l'aurore de la pensée grecque, si le nom de métaphysique remonte à Aristote, il est certain que c'est à partir de Kant que la question de la métaphysique, celle de la possibilité comme telle, a été posée. Plus exactement, la métaphysique s'est mise elle-même en question, dans son principe, dans son sens comme dans son histoire, de sorte que nous ne pouvons plus séparer aujourd'hui la pensée philosophique de sa réflexion sur elle-même. Une dimension nouvelle est apparue, qui était implicite dans les métaphysiques du passé, et à l'intérieur de laquelle seuls nous pouvons poser, comme le fait Martial Guéroult, non seulement la question de la métaphysique, mais celle de la possibilité de son histoire. Dans un article qui prolonge les vues de sa leçon inaugurale, il part du fait indéniable d'une histoire de la philosophie dans laquelle les monuments du passé subsistent en dépit de leurs contradictions et continuent d'alimenter la réflexion philosophique présente. Kant n'avait envisagé que le problème de la métaphysique comme science, non le fait de l'existence et de la permanence des systèmes philosophiques. En tentant de découvrir les conditions de cette mystérieuse validité, inébranlable la réputation scientifique, on pourra espérer aboutir à saisir l'essence de la vérité philosophique, principe profond de l'indestructibilité des monuments qui la recèlent. Et Martial Guéroult ajoute qu'une telle recherche, comme philosophie des philosophies données en fait, doit se constituer comme une problématique de la réalité. On ne saurait, en effet, considérer l'œuvre philosophique comme une œuvre d'art, puisqu'elle prétend essentiellement à une vérité en soi, ou comme une science, puisque les diverses philosophies s'opposent les unes aux autres sans cesser pour autant de subsister. La vérité intrinsèque d'une pensée philosophique est suspendue au thème d'une vérité en soi, au sens de cette vérité. Et c'est pourquoi cette recherche peut rester en parallèle tant avec la science qu'avec l'esthétique sans jamais risquer d'être absorbée par elle, nous révélant que si le mystère philosophique participe à la fois de la science et de l'art, il n'est pourtant ni l'un ni l'autre. Si j'ai cité ces textes qui annoncent une grande œuvre à l'horizon d'une pensée sur le sens de l'histoire des systèmes philosophiques, c'est aussi pour justifier la voie que nous suivons. Il y a une tension, je ne dis pas une contradiction, entre cette étude des rapports de la philosophie et de la non-philosophie et celle des systèmes philosophiques historiques. Je ne puis pourtant abandonner ni l'une ni l'autre. C'est l'essence même de la pensée philosophique qui est en cause. Le rapport que la pensée philosophique soutient avec ce qui n'est pas elle, science, expérience, culture, action, est le moment en elle du devenir de la vérité comme norme et comme fondement, et sans ce moment, l'histoire de la philosophie serait une histoire comme les autres, ce qu'elle n'est pas. Je voulais vous montrer que le problème que se pose Martial Guéroult est, comme le nôtre, le problème du sens de la pensée philosophique à travers son histoire. Je redoute l'ampleur de la tâche que je viens de vous exposer. Elle peut paraître aussi ambitieuse que démesurée. C'est pourquoi il est impossible de l'attaquer de front
Elle ne pourra être abordée que partiellement et par des moyens modestes. Nous consacrerons une partie de nos cours à explorer la notion de sens dans la pensée contemporaine, et cela à partir de domaines limités et concrets pour nous élever à la réflexion philosophique susceptible de se dégager de l'étude de ces domaines. Le philosophe, disait Merleau-Ponty, se retourne vers l'activité symbolique anonyme d'où nous émergeons et vers le discours personnel qui se construit en nous-mêmes, qui est nous. Elle scrute ce pouvoir d'expression que les autres symbolismes se bornent à exercer. Au contact de tous les faits, de toutes les expériences, elle essaye de saisir en toute rigueur les moments féconds où un sens prend possession de lui-même. Elle récupère et aussi elle pousse au-delà de toute limite le devenir de vérité qui suppose et qui fait qu'il y a une seule histoire et un seul monde. Cette exploration s'impose d'autant plus qu'il y a dans la pensée contemporaine une tentative de réduire le sens, de substituer une analyse syntaxique à une sémantique. L'autre partie de nos cours sera réservée à l'étude de la pensée philosophique chez des philosophes et d'abord chez Fichte et Hegel. Nous croyons aujourd'hui que Fichte a ouvert des perspectives plus vastes et plus fécondes que Hegel. Nous croyons aussi que Hegel a subi son influence bien plus qu'il ne l'a dit. Nous essayerons de le montrer par certains textes de la phénoménologie de l'esprit et de la logique. C'est Fichte qui a vraiment posé le problème de la philosophie qui est le nôtre. C'est lui qui a tenté, dans la doctrine de la science de 1804, de caractériser le logos philosophique. La réflexion se fait compréhension de l'être, non en le réduisant, comme le fit Hegel, au concept, mais en l'exprimant. Cette expression ne supprime pas l'opacité de la rencontre, l'ouverture indéfinie de l'expérience. Elle en dévoile le sens. Elle relie la phénoménologie, la lumière de l'apparaître, à l'ontologie qui en est la condition. Cette ontologie n'est pas une théologie, une garantie suprême du sens découvert, de la relation de l'existence et de la vérité, du pour nous et de l'en soi, de la liberté de l'acte philosophique et de la nécessité du vrai. On aperçoit la difficulté, car cette nécessité n'est pas seulement formelle, elle n'est pas une nécessité de style, comme celle de l'œuvre qui s'impose par son organisation interne. Elle doit être dans l'expression aussi bien la nécessité de l'être que celle de la pensée. Et elle doit rendre compte de cette conjonction singulière de la liberté existentielle et de la contrainte de l'être, de l'activité et de la passivité. Cette rencontre, qui fait cercle, ne peut être résolue, comme l'a cru Hegel, par une identification complète. L'être se faisant lui-même penser de soi dans un développement dialectique. La phénoménologie est inachevable, et pourtant elle touche, elle exprime l'être. Nous avons conscience de continuer ici les suggestives études de Martial Guéroult sur Fichte, sans être infidèles à ce qu'on pourrait nommer notre existentialisme. Cette expression de l'être, son logos, n'est pas une théodicée. C'est dans sa théorie de l'essence, et non dans sa théorie du concept, quand il étudie le phénomène comme phénomène, l'apparaître comme tel, l'image comme image, que Hegel imite et développe Fichte. Il traduit alors dans une logique spéculative ce qu'il décrit dans la phénoménologie comme la lutte de l'individu pour s'emparer de l'être, de l'essence sans visage, et l'exprimer dans la clarté de la conscience de soi, le grand effort de l'expression. Cet universel est son pathos, dont il souffre violence, à la merci duquel la conscience de soi perd sa liberté. Mais cette puissance positive de l'universalité est domptée par le pur soi de l'individu, comme puissance négative. Cette activité pure, conscient de sa force inaliénable, lutte avec l'essence sans visage. Devenant son maître, cette activité négative a fait du pathos sa propre matière, et s'est donné son contenu, et cette unité émerge comme œuvre,
comme l'esprit universel individualisé et représenté. Hegel songe davantage dans ce texte au poète épique, qui dit le monde et pour la première fois l'exprime. Mais cette épopée est déjà, comme on le sent bien, le germe fécond de l'œuvre philosophique. À propos du savoir absolu, Hegel dit aussi « Ce savoir ne se connaît pas seulement soi-même, mais encore le négatif de soi-même ou sa limite. Savoir sa limite signifie savoir se sacrifier. » Il poursuit en montrant que ce sacrifice du savoir de soi est le devenir éternel de la nature ou le devenir temporel de l'histoire humaine dans lequel l'esprit aliéné de soi aliène son aliénation et se retrouve près de soi. C'est pourquoi, en dépit des affinités avec Fichte, la résonance de ces textes évoque déjà le triomphe du savoir sur le non-savoir et la victoire du concept, jusque dans son aliénation nature ou histoire. Ce qui fait pour nous la valeur de la pensée de Fichte, c'est, au contraire, son ontologie qui repose sur la finitude reconnue de l'expression philosophique. Elle ouvre indéfiniment l'expérience en approfondissant le fondamental de la rencontre, en thématisant le sens, pour nous, de la lumière et de la compréhension. Martial Guéroult a bien élucidé le sens existentiel de cette pensée qui ne parvient pas à l'accord final. La dialectique à laquelle nous assistons, dit-il, est la lutte émouvante de la matière contre la forme, sans cesse en apparence surmontée, mais toujours renaissante, car le cercle du moi est, comme l'avaient proclamé les premiers écrits de Fichte, un cercle qui semble infranchissable. Dans une note significative, il indique « La doctrine de la science se conçoit alors comme subordonnée à un être qu'elle décrit. Elle est libre formellement et matériellement déterminée. Cette opposition est celle de la philosophie et de la vie, de la spéculation et de son objet, de la pensée et de l'intuition. » Si la philosophie ne peut élaborer qu'une image, une représentation de l'être, il faut aussi qu'elle dépasse cette séparation, ou du moins qu'elle en mesure la portée. L'image doit être prise comme image, c'est-à-dire comme référence à un originaire, dont elle est à la fois le reflet et la différence. Il faut, dit Martial Guéroult, poursuivre l'anéantissement de l'image jusqu'à ce que se manifeste l'immédiateté qui restaure la vie de l'être. Ainsi, on parviendra, selon l'expression de Jacobi, à dévoiler l'existence. La pensée de Fichte nous révélera cette négativité, cette différence, que Hegel a mise en œuvre dans sa dialectique, mais qui reste une altérité ou plutôt une altération insurmontable dans la pensée philosophique authentique de notre temps. On a beaucoup reproché à l'existentialisme un pathétique qui paraît nous éloigner de la sérénité spéculative. Ce pathétique peut être quelquefois de mauvais aloi. Il peut aussi traduire ce qu'un jeune philosophe, Jacques Derrida, commentant un texte de Husserl, nomme l'absolu d'un danger, le risque d'un oubli ou d'une disparition de la vérité. Car si la lumière du sens n'est que par le passage, c'est qu'elle peut aussi se perdre en route. Rien n'est garanti une fois pour toutes. L'être n'est plus qu'un sens perdu. L'événement extérieur lui-même se répercute dans la pensée philosophique. Permettez-moi de vous citer cette lettre de Husserl à Lévi Brühl en 1935. Je vous confie que c'est la 3e lettre que j'entreprends de rédiger. Espérons qu'elle ira jusqu'au bout. Car je voudrais bien vous dire quelques problèmes, entrant dans le cadre des études phénoménologiques que je poursuis depuis de longues années sur la collectivité humaine et son ambiance. Vos études fondamentales ont agité dans mon esprit, mais cette fois avec une particulière intensité. La relation que je voulais vous en faire a avorté, en partie parce qu'elle menaçait de dégénérer en une longue dissertation, et aussi parce qu'au cours de mon essai d'abréviation, des dérangements extérieurs m'ont arraché à mon sujet. Je vous dirai seulement que je suis malheureusement obligé d'écrire de très nombreuses lettres pour aider dans la mesure de mes forces, par des recommandations à l'étranger,
ceux que la nouvelle organisation de la nation allemande touche très durement sur le plan légal, et parmi eux mon propre fils qui, comme le vôtre, fait sa carrière scientifique dans le professorat de droit, ou plutôt la faisait, et maintenant doit songer à se créer un nouvel avenir à l'étranger. On sait comment Husserl, dans ces dernières années, s'est interrogé sur la crise des sciences, et sur le sens de vérité qui les fonde, et risque de se perdre ou de s'oublier dans la mise en œuvre de leurs résultats acquis. Ainsi me paraît se justifier la tension d'une pensée philosophique entre l'existence et la vérité. Sans cette tension, elle serait ou bien déracinée, c'est-à-dire flotterait inconsciente de son origine, déplaçable mais ineffaçable, ou bien sans rigueur, c'est-à-dire manquerait